Alors aujourd'hui, Clara, nous allons parler d'un sujet avec une invitée qu'on va vous présenter, que vous allez voir. On va parler de la sexualité dans le sport. Dans le sport. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'au moment où on tourne ce podcast, c'est les JO. Ouais. Donc, je sais pas d'ailleurs si tu as vu, mais ils ont distribué des préservatifs aux athlètes des JO. Ils en ont prévu, je crois, une 30aine par personne. Donc, je veux pas savoir ce qui se passe au village olympique. Mais c'est chaud, mais c'est sûr que c'est chaud. Tu fais des gars gaulés avec des meufs bonnes pendant quelques semaines, comme ça, dans un village. On se rappelle tous nos colos, hein, on sait comment ça se passe. Avec l'euphorie, la fête, c'est festif. Oui, c'est bien festif, oui. Donc, moi, j'ai plein de questions. Ouais. Parce que, pourquoi la sexualité d'ailleurs dans le sport? Pourquoi on a choisi ce sujet? C'est une bonne question, pourquoi on a choisi ce sujet? Bon, déjà parce que moi, alors pour ceux qui ne le savent pas, je pense pas que je l'ai déjà dit en podcast, mais j'ai déjà fait des compétitions de bodybuilding. Et du coup, je trempe un peu dans le milieu du sport, même si maintenant j'ai arrêté la salle, je fais autre chose. Et en fait, on trouvait que c'était un sujet qui était quand même pertinent, parce que c'est quelque chose sur lequel on ne parle pas trop et qui du coup englobe des sujets qui sont quand même plutôt tabous. Voilà. Ouais. Donc notamment justement les prises de produits, etc. Et puis tout ce qui touche à la féminité, à la masculinité aussi. Donc aujourd'hui notre invitée c'est une femme, mais je pourrais peut-être apporter certains éléments parce que je suis sortie avec des hommes qui se sont dopés aussi, donc au niveau de la vie sexuelle à partir de ce moment-là. Ne vous inquiétez pas, je ne balancerai pas vos blazes. Certains mériteraient. Mais donc voilà, on va un peu englober tout ça. Et du coup, aujourd'hui, pour ça, on accueille Marine. Marine! Tambour! Tac, tac! Vas-y, relève-toi. Je prends de la place. Salut! Hello, Alors, Marine? merci de m'inviter. C'est avec plaisir. Présente-toi. Eh bien, moi, c'est Marine. Voilà. Quel âge? Je ne connaissais pas. Célibataire en couple? Ça commence dans le dur, là, direct. J'ai 31 ans, Okay. depuis la semaine dernière. Oh, Ouais. joyeux anniversaire! Ah voilà, c'est ça que T'es j'attendais. invitée, t'es pas venue. Oui, toi non plus. Moi non plus, parce qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues, Marine. Non, des non, pas choses à du dire? tout. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Et donc en couple? Célibataire. Voilà. Célibataire. N'hésitez pas à envoyer Vos demandes. vos CV, vos Alors, Insta. photo de face, profil, Ok. côté, Quel est ton style? grand, musclé, sportif. Mais si vous ne correspondez pas à tous les critères, envoyez quand même. On ne sait jamais. C'est toujours le bénéfice du doute. La pépite peut se cacher. Donc, pourquoi on a fait venir Marine? Alors, Oui, pourquoi? pourquoi tu Pourquoi es-tu là? Parce que Marine est une amie. Du coup, quand on s'est connus il y a quelques mois, c'est assez récent finalement. On s'est connus l'automne dernier. Et Marine est toujours, elle, dans le milieu de la compétition. Donc, elle est toujours dans le bodybuilding. C'est une athlète figure, c'est ça? Oui, body fitness, oui. Body fitness, ouais, ou figure, je crois que ça dépend des c'est similaire. Exactement. Et du coup, je pensais que ce serait pertinent qu'elle en parle parce que tout comme moi, on a été en couple pendant nos prépas. Moi, j'ai connu des préparations donc naturelles où je prenais pas de produits. J'ai connu des préparations où j'ai pris aussi certains produits. Et Marine, c'est pareil. Donc, je pense qu'on a quand même pas mal d'éléments à apporter de ce côté-là. D'accord. Alors, à défaut de paraître un peu nunuche, quand tu parles de produits, tu parles de dopage. Oui. Donc, de dopage. Alors, qu'on soit d'accord. Vas-y. Il existe différentes formes de dopage. Je pense que Marine en saura plus que moi, parce que Marine est aussi docteur en biologie. Je n'ai pas travaillé sur le dopage, mais j'ai quelques principes de bio. Voilà, sûrement mieux sur les molécules, parce que moi j'étais vraiment, j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Mais voilà, oui, on parle du coup de dopage, donc que ce soit du coup en pilule, en injectable. Et on a aussi fait des préparations naturelles, donc sans aucun produit. Donc on va aussi parler de la sexualité quand on n'est pas sous produit, en tant que femme en tout cas. Et voilà. Et vous pourrez nous donner votre avis, votre vision des hommes aussi. Oui, sur nos conjoints. Vous avez eu Bien sûr. Vous avez connu des hommes qui se sont dopés ou pas dopés. Oui, exactement. Et c'est vrai que ça a un fort impact sur la sexualité. En tout cas, ça pas forcément positif ou négatif, mais ça va agir sur la libido, à partir du moment où c'est des hormones que tu t'injectes, donc c'est tout autour de la sphère hormonale, ça va forcément impacter tout ça. Et à ce propos, quand on dit dopage, on parle bien de toute substance qui va augmenter
les performances sportives, parce qu'on entend beaucoup de gens dire les protéines en poudre, c'est du dopage, le magnésium, la créatine, les vitamines. Non, tout ça, ça reste des aliments, des macros et des micronutriments qu'on consomme tous les jours et dont on a besoin. Le dopage, ça va vraiment être des produits qui vont venir augmenter ta performance sportive. Donc ça va agir. Synthèse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des hormones de synthèse qui vont agir sur ton métabolisme. Ouais. Et qui vont venir nourrir, sur ta physiologie, nourrir un peu plus les muscles ou vraiment augmenter tes performances. On peut peut-être commencer par l'aspect naturel de la chose sans rentrer directement plutôt dans les produits, parce que finalement, comme j'espère toute personne raisonnable, quand on commence le sport et qu'on n'est pas encore à très haut niveau, forcément, on commence par faire des prépas naturellement. Ou sans parler de préparation, parce qu'il y a aussi des gens qui utilisent ce genre de produits sans faire de compétition. Bien sûr. D'accord. Bah, on va revenir après, mais pour commencer sur la sexualité et le sport, bon, comme tu l'as dit, on est en plein JO actuellement, et juste, moi je me pose, il y a pas mal de couples. Je pense par exemple à Tony Yonka et Estelle Mosley, qui sont plus ensemble mais qui ont été ensemble, ou à d'autres couples. Ça vous a jamais, peut-être je suis la seule et je suis folle, mais oui, questionné en vous demandant, mais parce que c'est des compétiteurs de haut niveau, il y a une pression de malade, quel impact ça peut avoir dans un couple? Comment on peut réussir à rester connecté dans son couple? Alors là, c'est vraiment ma vision un peu... Quand les deux sont compétiteurs, tu parles? Ouais, quand on est à fond dans la compétition, parce que vous avez fait de la compétition de haut niveau, vous en faites encore. Au niveau, c'est un grand mot. T'as fait les championnats d'Europe. Ouais. Donc, oui, c'est vrai. Ouais. Quand même. Comment, à votre avis, on peut réussir à rester connecté dans ce milieu-là, qui pour moi est un milieu assez... un peu ingrat dans le sens où c'est pas un milieu facile, quoi. C'est prenant en fait. Ouais, c'est prenant, faut s'affirmer. Il faut reprendre la base du couple. C'est comme tout, hein, dans toutes les situations. Si le couple déjà de base n'est pas sain et pas stable, ça va être très compliqué. Et souvent, parfois, quand tu te prépares en couple, là on parle de body parce que c'est ce qu'on connaît le plus, ça va souvent mettre en lumière ce qui ne va pas. Donc si ton couple de base est déjà fragile ou qu'il y a des insécurités, ça va faire qu'amplifier, enfin en tout cas moi de mon expérience, ça ne va faire que les amplifier. Si à la base ton couple il est plutôt solide et que vous avez une bonne communication et que vous mettez pas en compétition, parce que ça peut être assez malsain de se sentir en compétition avec son propre partenaire et de se comparer, etc. Normalement, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas toi Marine, mais moi je connais beaucoup de couples qui n'ont pas réussi à mener à bien leur préparation et qui se sont séparés. Je n'en connais pas. Pour ma part, j'ai fait une préparation alors que j'étais en couple, même 2. Et mon conjoint, à l'époque, a fait aussi une préparation juste après moi. On n'a jamais été en préparation en même temps. D'accord. Mais le truc que je retiens, c'est que j'étais vraiment dans ma bulle, en fait. Et lui aussi dans la sienne, au moment où il faisait sa prépa. Et c'est vrai que le couple est alors, c'est pas qu'il est mis de côté, mais c'est notre compétition et notre préparation qui passe en premier. Et c'est vrai que s'il n'y a pas un lien qui est fort entre les deux, ça peut vite mener à des... Mais parce que je me mets dans le cas de ceux qui nous écoutent et tout le monde n'a pas un conjoint qui fait des compétitions. Ouais. Donc dans ce que tu es en train de dire, moi là tout de suite, je me dis, ça peut justement être une force de ne pas être en compétition en même temps, mais d'être avec un partenaire. Avec un partenaire qui fait des compétitions parce qu'il nous comprend. Ouais, il comprend. Ouais. Il comprend qu'à ce moment-là, il faut être focus, il faut être concentré. Je peux comprendre la déconnexion dans les couples où l'autre partenaire ne fait pas de compète ou n'est pas forcément sportif et ne comprend pas que quand il y a des compétitions, on doit être focus. Moi, j'entendais par exemple au JO, les athlètes, ils disaient, mais mentalement, c'est un truc de malade en fait. Le focus qu'ils fait. Donc, à ce moment-là, ton couple, tu le mets un peu de côté. Tu vois plus l'autre et même, en tout cas en bodybuilding, mais je pense que ça doit être pareil au JO parce qu'il y a aussi ce focus mental. En plus, dans le body, on doit perdre beaucoup de poids, de gras. Donc en plus, on affame notre corps, on est très fatigué, on est à cran. Et ça rajoute une composante dans le sens où on n'est pas vraiment dans notre état normal aussi.
Et donc on a des comportements qui nous ressemblent, qui peuvent ne pas trop nous ressembler, et l'autre personne en face peut ne plus nous reconnaître, ne pas comprendre comment on agit. En plus, on ne s'occupe plus du tout de lui. Et donc c'est sûr que ça peut créer une dissonance. C'est vrai qu'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait, ça facilite le truc. Ouais, Et parce là, qu'il sait, il comprend. il n'a jamais fait de prépa en même temps que son partenaire. Moi, j'en ai déjà fait une avec mon partenaire actuel. Donc on était en sèche en même temps, on a fait la même compétition. Pour nous, ça s'est très très bien passé. Mais on avait une excellente communication. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était même drôle parce qu'on se disait... Je t'aime, mais vraiment j'ai la flemme là, tu vois. Donc c'était vraiment. Laisse-moi. Et en fait, voilà, c'était ça. Mais on se le disait quand même, tu vois. C'est-à-dire que même si on y reviendra plus tard, au niveau de l'intimité, forcément il se passait plus grand-chose parce que t'es fatigué, tout ce que tu veux. On se le verbalisait quand même parce que c'était important de le dire. Je t'aime, y a pas de souci, mais je suis fatigué. Et lui aussi était dans le même état, donc il disait oui. Je comprends, moi aussi je suis fatigué, je t'aime, mais là, j'ai besoin de me poser sur WoW dans ma chambre, de jouer pendant 3 heures. Et moi, je regardais ma série, et vraiment, en fait, tu sens quand t'as atteint un stade où t'es un peu énervé, fatigué, t'as faim, il vaut mieux chacun faire ce qu'il a envie de faire, mais on se dit quand même qu'on s'aime, tu vois. Nous, c'était important. Ouais, ça veut dire que tous les athlètes au JO, qui ont eu une préparation de dingue, ils n'ont pas eu de relations sexuelles. Chaque personne est Ouais. Non, faut pas. Je pense que ce serait trop de Il y généralité. a une différence, en tout cas pour ma part, il y a une différence avec et sans produire. Parce que Ok. notre première prépa avec mon conjoint, on était tous les deux naturels. Donc il n'y avait aucun produit apporté. Et là, forcément, en plus, quand vous êtes une femme, on n'est pas faite pour perdre du gras. Enfin, pour être vraiment sans gras, parce que tout notre système hormonal est régulé par rapport à notre masse grasse. Et du coup, forcément, puis même physiquement, on n'a plus de poitrine, on n'a plus tellement de forme, on perd un peu de fessier. Donc déjà, nous, quand on se regarde dans le miroir, on se trouve pas ouf. Ouais. Et ça, c'est un truc aussi. C'est ça. Moi, le moment où j'ai le plus détesté mon corps, c'était en fin de compétition, en fin de préparation, alors que t'es censé monter sur scène et être le moment le plus. Mais non, après, sur scène, t'es maquillée. Oui, c'est pas pareil. Le package final. Feu, donc ça fait, tu vois, mais quand on se démaquille le soir et qu'on enlève notre bikini, je peux dire que c'est pas beau du tout. Et du coup, en fait, t'as l'image de toi qui est pas folle, en fait. Tu sens beaucoup moins féminine qu'avant. Tes taux hormonaux, ils sont crachés. Moi, je sais que je perdais mes cheveux beaucoup, parce que j'étais très basse en calories. Donc, t'as plus de règles. Voilà, ma libido, elle était mais à 0, tu vois. Et mon conjoint, c'était plus ou moins pareil. Alors, les hommes, c'est un peu différent parce que ils sont faits pour faire de la masse. C'est beaucoup plus facile pour eux. Enfin, facile. C'est beaucoup plus naturel, entre guillemets, pour eux de perdre du gras, d'être naturellement un peu plus sec. Donc, même si sa libido, elle était aussi très très basse à ce moment-là, c'était quand même un peu différent pour lui, mais il se passait plus rien. Et franchement, les rares fois où on a essayé de faire quelque chose, on tombait en hypoglycémie pour 5 minutes, et ça nous est déjà arrivé de commencer à se dire, finalement, on va peut-être arrêter là, parce que je vais tomber dans les mains. Ouais, à ce point-là. Ouais, non, Mais, et je suppose que aussi le fait de ne pas aimer son corps, avec la sexualité, en tout cas, le lien que je fais, c'est que c'est difficile, nous, on a besoin de lâcher prise pour être, pour augmenter notre plaisir, augmenter notre désir. Et si on s'aime pas, en fait, on peut pas lâcher prise. C'est très paradoxal parce qu'on aime notre corps, mais d'un point de vue sportif. C'est ça. On le trouve beau, on le trouve sculpté, on se dit, ok, on atteint. Mais en fait, on occulte complètement la partie sexuelle. Ouais, c'est ça. Tu vois plus ton corps de la même manière. Parce que moi, je sais qu'à la base, j'étais quand même quelqu'un d'assez pudique. Pourtant, je me suis pas posé une seule fois la question de me dire que j'allais monter sur scène en string et devant tout le monde et qu'il allait y avoir une quelconque pudeur. Ouais, c'est un instrument, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ton travail que tu montres en fait, au même titre que n'importe quel autre. Et à quel moment tu switches tu reviens, tu te réappropries ton corps? Je pense, dans l'autre sens. Alors, moi, je pense que tu fais des allers-retours un petit peu. Bien sûr que quand t'es en prépa, tu vois ton corps que de cette façon, mais il y a aussi le fait d'être habillé avec ton bikini, que ce soit ton bikini de posing ou ton bikini de scène, les talons. Quand t'as tout l'appareil, en fait, c'est comme si, même si t'es nu, c'est comme si tu mettais un costume finalement. Ouais. Et du coup, c'est un peu différent. Et quand t'es dans la vie de tous les jours, ou que t'es par exemple en maillot de bain sur la plage, je serais beaucoup plus pudique que sur scène devant tout le monde. Et vous pensez que ce ressenti-là, dont vous faites du body, c'est propre à tous les athlètes? Parce que je me dis que quelqu'un qui fait de l'athlétisme, de la natation, du judo, moi je les regarde, je trouve qu'ils sont
Ils sont très bien formés. Je sais pas, parce que toutes les disciplines ne demandent pas de baisser la masse grasse, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique. Ok. Et pour être sorti avec quelqu'un qui faisait du judo à haut niveau, qui était ceinture noire, lui, il y avait aussi cette histoire de poids pour le judo, mais c'était quand même différent, tu vois, ça touchait pas autant sa libido, etc. Donc c'est quand même un peu différent, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même ce côté commun à toutes les disciplines qui, quand tu t'approches de la date, de toute façon, t'es tellement focus que tu vois plus que ton corps comme un instrument pour réussir à gagner ta compétition, en fait. Et puis le bodybuilding, par principe, c'est la construction du corps. Ouais. Donc c'est aussi un sport qui est très concentré sur le corps et l'apparence, ce qui est moins dans d'autres disciplines, quoi. Ouais, non, je comprends. Ouais, tu es très obsédé par Et ça. t'as dit qu'il y avait, ils distribuaient beaucoup de préservatifs. Oui, au JO. Du coup, ce qui est assez bizarre. Mais je pense que c'est pour l'après. C'est pour l'après, ouais. Ah ouais, Après, ouais, le moment où la pression redescend et où la libido monte. Concernant le bodybuilding, alors je sais pas toi, Marine, mais je trouve que là où ton corps est le plus beau, c'est genre 2-3 semaines après ta compétition, parce que tu remanges, forcément, mais en même temps, tu reprends pas tout de suite du gras. Donc en fait, tes muscles ils redeviennent pleins, et en fait, tu retrouves un peu tes courbes, mais en même temps, t'as plus de gras, donc t'es tonique, et franchement, c'est là où t'as plus d'énergie aussi. T'as toutes tes hormones qui remontent, donc, enfin, si les choses sont bien et que t'as pas craché, évidemment. Et là, par contre, t'as un pic, moi, de confiance en moi 3 semaines après ma compète qui... Donc là, moi, je n'ai pas trop vécu ça parce qu'au moment où je suis sortie de compétition, mon conjoint est rentré dans la sienne. Donc en fait, on s'est croisés, on a dû faire, un resto ensemble et c'était le dernier. Donc on a passé presque 1 an où il y avait soit l'un soit l'autre qui était dans un process de prépa. C'était moins présent. C'est sûr que les rapports étaient moins fréquents. Ouais. Et tu sentais vraiment que quand c'était ta préparation, ça venait de toi, et quand c'était sa préparation, ça venait de lui. Ou t'étais naturelle là? Oui, ouais. J'ai toujours été naturelle pour mes compétitions. C'est vrai que j'ai moins de souvenirs là-dessus. C'est pas quelque chose qui m'a marqué. Mais je pense que ça venait toujours un peu plus de lui, je pense. C'est vrai que dans toute cette période-là, j'étais moins... même finalement, l'après-compétition, j'ai pas eu un regain de libido très important. Mais t'as eu des soucis hormonaux aussi, non? En fait, ouais, j'ai jamais eu des hormones qui étaient... Avant ça, j'ai eu des problèmes, des troubles alimentaires. Donc j'ai été à un poids très très bas, j'ai fait de l'anorexie, de la boulimie, et donc mon cycle hormonal s'est totalement arrêté. Petite parenthèse, ouais. On va en parler dans une prochaine émission, des troubles alimentaires. Tout à fait. Et du coup, ouais, à cette période-là, à partir du moment où tes hormones ne fonctionnent plus, de toute façon, ta libido, elle est complètement dans les choux. Okay. Et finalement, je suis remontée, mais pas à un stade super optimal. J'ai fait des compétitions rapidement après, ce qui fait que j'ai toujours flirté vers des hormones qui étaient plutôt basses. Et en sortant de compétition, c'est remonté, mais très doucement finalement. Et du coup, j'avais pas une libido très exceptionnelle, quoi. Ok. Ce sport, ça t'inhibe quand même beaucoup au niveau de ta sexualité, je trouve. Et moi, j'aimerais en venir du coup au dopage, parce que j'y connais rien. Je pense que je suis la seule entre nous trois qui ne connaît rien. Et déjà, merci d'en parler, parce que je pense que c'est un sujet qui est assez tabou. Et c'est devenu moins tabou pour les hommes récemment, avec les réseaux sociaux. Les femmes, ça commence dans le bodybuilding. Hein, okay. Les femmes, ça commence un peu, mais c'est toujours un peu tabou. Ouais. Donc, est-ce que, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent rien comme moi, vous pouvez nous expliquer à quel moment, en fait, on passe le cap de se doper. Pourquoi c'est tabou? Pourquoi c'est interdit? Comment c'est possible? Parce qu'on fait des tests, non, pour les compétitions? Donc, l'hypocrisie des fédérations. Ah, on les a pas vus, les tests. Je peux vous garantir, là, on est en période de JO, que s'ils faisaient des tests sur tout le monde, 95% des gens seraient positifs. Ouais, ça serait compliqué. Ah ouais? C'est juste que ça se sait, et qu'en fait, les gens... Il y aurait plus de sport aujourd'hui, enfin, tel qu'on le pratique aujourd'hui, il serait plus comme ça. C'est pas que dans le body? Ah non, c'est partout. C'est partout, le foot, tout le monde. Si vous pensez que Ronaldo a des abdos comme ça à son âge, c'est pas la diète. C'est la GH. Mais c'est juste qu'en fait, il y a tellement d'argent. Et puis, faut être honnête. Je sais qu'il y en a qui vont crier au scandale dans les commentaires parce qu'ils n'ont pas envie de voir la vérité. Mais quand vous allez voir un match, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel.
Et pour être exceptionnel, bien sûr qu'il y a des génétiques exceptionnelles, mais c'est 1 sur 1 million. Ouais, Et si tu veux voir quelque chose d'exceptionnel, tu vas pas voir quelqu'un faire quelque chose de médiocre. Pareil, Usain Bolt, il avait une génétique de fou, mais la récupération derrière, quand il y a des millions comme ça par les sponsors, etc., il faut que l'athlète il assure, il faut qu'il ait une bonne récupération. Mais au bout d'un moment, on n'est que des êtres humains. Donc il y a quand même tout un procédé chimique derrière où, bah oui, il prend des produits pour récupérer et il a beau être le meilleur parce qu'il a ce physique-là, ces jambes-là et qu'il court très vite, il faut aussi qu'il assure aussi pour ses sponsors. Donc il faut pas taper sur les athlètes, il y a aussi un gros business derrière. Ouais, puis t'as la pression des entraîneurs derrière. Hein. Dans certains sports, ça vient d'abord des entraîneurs. Bah alors, qui est-ce qui pousse l'athlète à consommer? Est-ce que c'est l'entraîneur lui-même qui lui dit non, mais là, en fait, pour que tu arrives à passer ce stade-là, il faut une aide? Ou C'était est-ce dans que quel c'est sport aussi l'athlète lui-même? qu'il y avait des femmes qui étaient enceintes au moment des compétitions? Ça, je Mais là, cette année au JO, Alors, non, il y a eu aussi à l'escrime. Ah ouais? Il y a une athlète qui a dit qu'elle était je crois que c'est à l'escrime, si je dis pas de bêtises. Elle a avoué être enceinte de 7 mois. 7 mois? Ah, ça fait beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, c'est beaucoup là. Bah, je dirais que c'est très personnel hein, comme choix. Après, ça dépend beaucoup des sports. Hein. Body, c'est souvent la décision, c'est l'athlète qui le prend. Oui. Souvent, alors, À 100%. par méconnaissance ou pas, ça dépend de quel profil. Par contre, tu vois, par exemple, Pierre, mon mari, qui lui a fait 14 ans de vélo, donc il est monté assez haut dans le cyclisme. Au bout d'un moment, quand il avait 16-17 ans, c'est des entraîneurs qui lui disaient, écoutez, si vous voulez passer le cap, au bout d'un moment, il va falloir mieux récupérer, il va falloir prendre certaines choses. Et déjà à 15-16 ans, les parents faisaient prescrire de la ventoline à leurs enfants, parce que dans la ventoline, il y a du clenbuterol. Oui, j'avais entendu Et que ça. c'est quelque chose qui te permet d'ouvrir tes voies respiratoires et qui du coup te permet d'augmenter. Donc ça commence très jeune finalement et en fait t'es plus ou moins baigné là-dedans. Après je pense comme encore une fois il faut pas taper sur les athlètes parce que bah c'est leur passion, c'est leur vie et Bien que bah sûr. si t'es encadré évidemment il y a des risques mais il y a pas plus de risques que si tu te fous une murge tous les week-ends et que tu fumes 3 paquets par jour. C'est la même chose en fait sauf que derrière eux, ils ont une diète contrôlée et des entraînements réguliers. Ouais. Donc le risque zéro n'existe pas. Mais T'as un mode de vie qui est 100% optimisé et là où dans le body il y a souvent des dérives et ce qui devrait pas être, mais normalement les produits seraient censés arriver une fois que t'as optimisé absolument tous tes paramètres, ta nutrition, ta récupération, ton sommeil, que tu sais t'entraîner et tu viens ajouter ce petit plus qui va faire que tu vas, au lieu de progresser à la vitesse x1, tu vas progresser à la vitesse 1,2 si tu veux. c'est pas magique. Hein. Ok, mais alors moi, ce que je comprends pas, c'est que je vais encore parler des jeux parce que c'est là. Ils ont dit que ils avaient les contrôles étaient super stricts, tout le monde était contrôlé. Donc comment expliquer qu'il y ait des contrôles? Pourquoi un tel est sanctionné, est disqualifié parce qu'il s'est dopé et pas un autre? Enfin, je ne sais pas si vous avez la réponse à tout ça. Je sais pas comment ça se passe au JO, mais déjà, c'est pas parce qu'ils disent qu'il y a des contrôles qu'il y a vraiment des contrôles et qu'il y a des contrôles sur tout le monde. En tout cas, dans le body, par exemple, au championnat d'Europe, il y a des contrôles sur les premiers de chaque catégorie. Et les autres, ils passent à la trappe. Après, il y a d'autres fédérations où c'est différent, mais des fois c'est aléatoire et parfois même t'as des contrôles après. Ou tu vois après les compétitions. Mais ça veut dire que le premier de chaque catégorie de la catégorie, il s'est dopé. Alors, oui. Non mais désolé hein, il y en a qui regardent le Tour de France, ça va leur parler. Ouais. Souvent, quand le gagnant passe la ligne, tout de suite, il est attrapé par une espèce d'équipe de personnes et il est tout de suite emmené dans une tente pour faire un examen urinaire pour justement le contrôle antidopage. Cela dit, l'échantillon d'urine, comment il est traité et par qui, c'est là en fait que ça arrive. C'est-à-dire que on connaît tous Armstrong qui a gagné je sais pas combien de Tours de France, qui au final 20 ans plus tard, ils se sont dit maintenant en fait il était dopé, pourtant il a passé les tests. Donc après évidemment il y a aussi plein. J'ai entendu parler dans les compétitions de body des gens qui mettaient des pipettes avec de l'urine clean et qui faisaient semblant d'uriner dans un. Ouais, moi ça existe. J'ai jamais vu les contrôles antidopage en tout cas. Des compétitions que j'ai fait. Jamais vu. J'en ai fait en Europe, en Autriche, en Espagne, en France, j'ai jamais vu. Et en fait, je pense que les athlètes le font, mais je pense qu'il y a quelque chose de caché derrière, qu'il y a les sponsors qui payent
et que l'échantillon d'urine il est envoyé dans un labo qui ferme les yeux ou du coup avec un médecin qui va trafiquer les résultats. C'est hyper courant et c'est normal parce que si tout le monde était alors après tu vas me dire oui mais il y en a du coup qui sont dénoncés qui sont positifs au dopage. Je pense tout simplement que le chèque est pas assez gros et qu'il n'y a pas assez de personnes pour les couvrir, tu vois. C'est horrible, mais ou c'est de la dénonciation d'autres équipes, il y a beaucoup de politique là-dedans. Donc franchement, moi j'entends des histoires de fou quoi. Et à un niveau amateur où t'as pas forcément de sponsors, parce que ça c'est les gens qui sont à haut niveau, tu as aussi des stratégies où tu peux prendre des produits dopants jusqu'à une certaine date avant la compétition, tu l'arrêtes, ou tu prends certaines molécules, tu sais qui seront pas détectées. Et en fait, c'est ta stratégie de chimie qui va faire que tu vas passer. Si tu l'arrêtes, tu as encore les performances. Oui, parce que de toute façon, c'est la masse musculaire, en tout cas dans le bodybuilding, c'est la masse musculaire que tu construis qui compte. Donc si tu la construis en amont, que tu arrêtes à une certaine date, et qu'après sur la fin de la prépa, tu n'utilises plus rien. Ça peut être indétectable. C'est super. Moi, je suis à fond là. Je suis à fond. On sait pas du sujet, mais ouais, mais en fait, c'est quand même des choses qu'on ne sait pas. Et ça peut être rassurant d'un côté parce que je me dis, en fait, si je pourrais me doper et avoir le corps des athlètes, non, c'est pas vrai. Mais sache que c'est pas le dopage qui va faire que tu auras le corps de ces athlètes. C'est l'entraînement en fait. C'est comme je disais Clara, il y a rien de magique. Moi, ma première cure que j'ai faite, il s'est rien passé. Rien passé. Ah ouais? Rien du tout. Pourquoi? Je pense que l'entraînement derrière était pas bon. Pourtant, j'ai très bien progressé naturellement. Et cette période-là, quand j'ai commencé, j'ai pas progressé. Ou alors j'ai progressé un peu, mais après j'ai fait je pense que j'ai pris trop de gras peut-être. Et après j'ai fait une sèche. Et à l'issue de la sèche, il restait rien. Donc c'est peut-être la sèche qui a été mal gérée. Mais à côté de ça, je continuais à m'entraîner tout aussi intensément. Je continuais à manger ma diète tous les jours, à faire mes pas, aller au resto une seule fois par semaine, pas plus. Ouais, puis parfois il faut trouver les molécules qui te correspondent aussi. Aussi, ouais, et le dosage et ça a rien changé. Donc ou tu vois, qui vont à certaines personnes ou d'autres non. Donc il y a rien absolument de magique, sauf si tu commences à prendre des dosages très élevés. Donc ça va plus se voir chez les hommes, chez les femmes. Si tu veux rester une femme, vaut mieux pas. Et sauf si tu prends des dosages très très élevés très vite, là oui, tu peux voir une diff sur plusieurs mois qui est impressionnante, mais t'as un gros risque pour ta santé aussi. C'est quoi les risques du dopage? C'est quoi les effets secondaires du dopage? Chez les femmes ou les deux, si vous connaissez chez les hommes aussi. Chez les femmes, il y a la virilisation. La virilisation, après. Donc, la mâchoire qui se développe, une voix qui change, les poils le clitoris qui augmente. Les poils, ouais. Le clitoris qui augmente, oui. C'est comme quelqu'un qui change de genre. Hein. Donc, oui, parce que tu prends des dérivés de testostérone, finalement. Voilà, c'est que de la testo? Non. Okay. Non, t'as des hormones de croissance, t'as des molécules qui vont te faire perdre du gras, t'as différentes sortes de... Donc, et puis les hommes, les risques aussi, c'est je vais arriver, les problèmes érectiles. Après, ouais, ça c'est toute la sphère sexuelle, mais après t'as aussi beaucoup de risques sur ta santé, sur ton foie, sur tes reins, sur tout ton profil lipidique, enfin absolument toute ta santé en fait, de manière générale. Et donc, je suppose que avec tous ces effets secondaires chez les femmes, leur cycle, il est complètement... Le cycle hormonal? Bah ouais, elles ont encore leurs règles, leur menstruation. Ça dépend. Il y a des femmes qui conservent leurs règles pendant leur cure. Moi, pour ma part, elles s'arrêtent. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai pas un cycle qui est très très fort. Mais il y a quand même des femmes qui conservent. Toi, t'avais conservé tes règles? Oui, elles s'étaient arrêtées juste 2 mois avant ma compète parce que j'étais très basse quand même en masse grasse, mais sinon tout le reste, je les avais retrouvées je crois que je les avais retrouvées même le jour même de ma compétition. Ah oui. Parce que j'avais remangé, parce que juste avant de monter sur scène, on remange en fait pour remplir nos muscles, et en fait, je pense que mon corps s'est dit trop cool. Et en fait, j'ai eu mes règles le jour de ma compète. Ouais, c'est pas souvent ça que ça arrive. Mais alors, sans parler de chimie, mais il y a des nanas, même beaucoup, et moi ça m'est arrivé, qui perdent leurs règles lors de leur compétition sans prendre aucun produit. Juste le fait d'être en déficit calorique et d'avoir des apports qui sont très bas va faire que ton corps se met dans un mode un petit peu économie d'énergie et tu n'as plus tes règles. Et Clara, je ne sais pas si tu as la réponse à cette question, mais
avec tous ces... Moi, je vois des règlements hormonaux, donc forcément, je fais le lien avec les maladies liées aux hormones. Est-ce qu'il y aura un plus gros taux de cancer, par exemple, de cancer du sein, cancer de l'utérus, toutes ces maladies un peu qui peuvent être hormonales? J'aurais tendance à dire que on est tous avec des interrupteurs génétiques, ce qui fait que dès la naissance, tu vas être programmé ou pas pour être plus sensible à développer certaines maladies ou pas, que ce soit auto-immune, cancer, etc. Le risque, c'est que prendre les produits, ça peut allumer ces interrupteurs. Mais c'est une épée de Damoclès qu'on a tous au-dessus de la tête, on a tous un terrain génétique différent. Donc il y a des gens à qui il va rien arriver du tout. Il y a des gens à qui malheureusement les produits ça va le déclencher. Donc c'est un pari en fait. Après honnêtement, on associe beaucoup le dopage au cancer, etc. Faut savoir aussi que ça concerne souvent des gros bodybuilders qui sont en état d'obésité, parce que même s'ils sont très musculaires, ça reste de l'obésité pour le corps. C'est un stress pour le corps. Voilà, Ouais. ils font 130 Un kilos, stress énorme. ils respirent pas bien, ils font souvent de l'apnée du sommeil, ils mangent beaucoup, donc les organes sont soumis à un stress très très fort. Donc par-dessus ça, tu rajoutes des hormones. Il n'y a pas que les hormones. C'est pas un sport santé, quoi. Ouais, c'est pas un sport santé. Enfin, à ce niveau-là. Voilà. Après, si tous les bodybuilders mouraient d'un cancer, ça se saurait. Ouais, donc c'est aussi un mythe qu'on a autour de ça. Mais voilà, faut vraiment se dire, c'est pas parce que tu vois un bodybuilder mourir d'un cancer ou même d'autres choses. En généralité. Qu'il en aurait pas déclaré. Il y a tout autour. Et aussi, juste revenir à ça, parce que oui, les produits, ça peut déclencher des risques. Enfin, je dis oui, mais non, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien du tout. Mais ça peut être une hypothèse, on va dire, le coup des interrupteurs, etc. Mais en fait, on prend finalement de la chimie sur des périodes très courtes de notre existence. Et dans ce sport, quand même, l'idée, c'est d'optimiser ta santé de manière générale. C'est-à-dire qu'on mange de manière très saine, on boit pas d'alcool, on ne fume pas, on prend des compléments alimentaires, des vitamines, des minéraux, on mange à heure fixe, on a un très bon sommeil. En fait, on essaye d'atteindre la santé parfaite pour que notre corps soit dans les meilleures conditions pour prendre de la masse musculaire, parce que le fait de prendre de la masse musculaire, c'est un effort pour le corps. Il ne le fera pas si il lui manque de l'énergie quelque part ou s'il y a un souci sur ta physio, par exemple. Donc oui, on va dire que ça contrebalance les risques. Oui, tu rajoutes un petit risque peut-être avec les produits, mais à côté de ça, tu as tellement un mode de vie qui est sain que... Ouais, ça équilibre les choses. Et chez les jeunes, les hommes? Pour les effets secondaires, ouais. Il y a de l'impuissance souvent, ça peut être... souvent. Il peut y avoir de l'impuissance parce que forcément quand un homme prend de la testostérone synthétique pendant une certaine période, son corps devient feignant, il arrête d'en produire, et en fait quand il arrête la testo synthétique, s'il fait pas une espèce de relance derrière, son corps ne va plus synthétiser de testostérone et forcément il n'y a plus d'érection. Donc c'est pas tout le monde, ça dépend aussi des dosages, ça dépend des gens, c'est très relatif à chacun. Donc il y a ça, et il y a aussi, il y a un gros mythe qui inquiète souvent les femmes d'ailleurs quand leur conjoint prend de la testostérone, qui dit oui, ça rend les hommes violents, ça rend les hommes infidèles. Alors, on va se calmer, Alors, ça s'est vérifié chez moi. Mon ex stupide, vous vous souvenez de l'autre épisode, prenez des produits. Mais en fait, je trouve que ça ne fait qu'exacerber la personne que tu es déjà. C'est comme si ça a augmenté tes traits de caractère parce que ça reste de la testostérone. Donc, comme quand tu consommes de la drogue. Voilà, exactement. Donc, si à la base, t'es un débile, tu vas devenir un super débile. Si à la base, t'es déjà un peu infidèle, tu vas devenir un super infidèle. Donc voilà, c'est aussi quelque chose, quand tu prends des produits, il faut quand même que tu sois stable dans ta tête, que tu sois quelqu'un de stable dans ta vie tout simplement. Et ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens dans le milieu du bodybuilding. Tout court, de gens tout court. Voilà, c'est pour ça que les bodybuilders ont un peu cette étiquette du mec violent, infidèle, parce que souvent, on va pas se mentir, souvent chez les hommes plus que chez les femmes, on voit ce genre de phénomène. Quand t'es poussé à vouloir un corps aussi développé, aussi hors norme, c'est que tu veux souvent combler quelque chose. Il y a même quelqu'un qui a dit, je sais plus qui c'est exactement, je crois que c'est un athlète ou un entraîneur qui a dit, pour être un bon athlète, il faut avoir eu une enfance de merde. Mais en fait, c'est un peu ça, parce que du coup, en fait, t'es... À la niaque. Voilà. Et souvent aussi chez les femmes, on voit beaucoup de femmes qui ont souffert de TCA, qui vont ensuite dans le bodybuilding, parce que ça reste une certaine forme de contrôle. Je pense que tu peux en parler. Alors des fois c'est sans, des fois ça ne l'est pas. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu de dérive dans le milieu du bodybuilding, parce que tu as toujours un espèce de passif derrière
qui fait que quoi. Puis c'est un sport où il faut avoir quand même une mentalité, je veux pas dire particulière, mais un petit peu quoi. Oui, socialement c'est quand même compliqué. Dopage ou non, c'est... Voilà. Et dans le sport en particulier ou dans le body? Bah, moi je peux parler du body parce que j'ai pas tellement fait d'autres. Enfin, si j'ai fait d'autres sports, mais pas au milieu compétitif, donc ça je pourrais pas te dire. Mais quand tu parles de cette mentalité qu'il faut avoir, tu parles de quelle mentalité? Une mentalité où t'aimes contrôler les choses, où t'es discipliné, très discipliné finalement. Moi, franchement, je le mets dans tous les sports. Dans tous les sports, oui, bien sûr. Il faut que tu ailles à ton entraînement, il faut que t'aies le mental, il faut que tu acceptes de voir aussi tes faiblesses, de travailler sur tes faiblesses, de comprendre ta santé mentale. Tu vois, quand tu fais du sport de haut niveau. Donc, là, comme ça, je pense que c'est quand même à appliquer à tous les sports. Dites-nous en commentaire s'il y a des sportifs qui regardent ce podcast. Si vous faites de la compétition dans un autre sport que le bodybuilding, même le bodybuilding, hein, et dites-nous si pour vous vous retrouvez dans ce discours-là. Dans ce qu'on est en train de raconter. Que ça aidera aussi d'autres personnes qui vous liront, se dire ok, bah, je me retrouve là-dedans, c'est peut-être normal, ou peut-être de voir les choses avec un peu plus de recul. Ouais. Et pour en revenir à la sexualité, donc il y a des hommes qui peuvent avoir de l'impuissance. Je sais que la libido en période de préparation, elle peut descendre. Mais en dehors de ça, si on ne prend pas du dopage dans le sport, est-ce que la sexualité est... est-ce que le sport peut favoriser la bonne sexualité? Parce que moi, je sais que souvent, mes patients, je leur dis, mais... je fais leur ligne de vie et je regarde s'ils sont plutôt sédentaires, s'ils sont plutôt... ils bougent plus parce qu'on sait que faire du sport, avoir une activité sportive, ça favorise les hormones aussi. Enfin, c'est un peu paradoxal ce qu'on dit parce que... Ouais, en fait, c'est trouver l'équilibre. Parce que si on reste dans cet aspect santé, justement, à essayer d'optimiser comment tu manges, ta micronutrition, etc., oui, ça te booste tes hormones. Et je le vois aussi chez mes clients, et qu'en fait, tous les paramètres de santé s'optimisent. Et du coup, bien sûr que tu as plus d'énergie, bien sûr que tu as plus de libido, ça c'est évident. C'est ce qu'on disait juste avant, c'est où ça baisse, c'est quand tu tombes dans l'extrême après, d'en faire trop, d'avoir une suractivité. Ça joue aussi sur la fertilité, parce que je sais que mon mari qui a suivi des femmes qui étaient en léger surpoids, hein, pas forcément obèses, morbides ni quoi que ce soit, grâce à la micronutrition, la diète, perdre un peu de poids, faire plus d'exercice, ça a reboosté en fait leur cycle, et elles sont tombées enceintes par exemple plus facilement alors qu'elles galéraient depuis des mois. Donc je dis pas que c'est la solution à toute infertilité, il faut aller voir un professionnel de santé, mais ça peut forcément du coup mais les professionnels de santé, moi je le vois en ostéo où je suivais pas mal de femmes qui étaient dans un process de FIV, donc fécondation in vitro, et en fait leur gynécologue leur demandait de perdre du poids aussi pour celles qui étaient en surpoids, de perdre du poids parce que ça avait un impact justement, ça favorisait soit les FIV, ou même si elles n'avaient pas encore commencé leur processus de FIV, parfois elles pouvaient naturellement tomber enceinte en perdant un peu de poids. C'est souvent demandé avec très peu de tact, hein, d'ailleurs. Ouais, non, franchement. Non, tout à fait d'accord. Qui m'a dit que j'avais des kilos à perdre, alors que je faisais du sport à l'époque, hein. Et en fait, il m'avait, en plus, enfin, c'était un homme à l'époque. Alors moi, j'ai jamais eu de problème à avoir un gynéco homme, mais il m'avait demandé du coup de me mettre en sous-vêtements. Donc déjà, moi, je m'en fous, mais ça peut être intimidant, de me peser. Et à l'époque, je faisais beaucoup de sport. Et franchement, physiquement, oui, je faisais 10 kilos de plus que ma taille, mais physiquement, j'étais musclé, quoi. Et il m'a dit, ah non, mais là, faut perdre du poids, là. Mais dans le sens, vous êtes grosse. Et je veux dire, mais frère, tu m'as regardé, là, ou pas? On voit mes abdos. Mes abdos. C'est là où l'IMC ne veut plus rien dire. Déjà, en plus, culpabilise de pas avoir d'enfant, de pas réussir à avoir d'enfant. Tu balances ça dans la gueule, elle a pas envie d'aller à la salle après. Hein. Mais moi, c'est arrivé, j'ai une patiente, justement, son gynécologue, il était bloqué sur ça. Faut perdre du poids. Si vous perdez pas de poids, ça servira à rien. Moi, derrière, au cabinet, je lui disais, non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la perte de poids. Et d'ailleurs, elle a eu 2 enfants et elle n'a pas perdu forcément de poids. Mais je lui ai dit, non, là, c'est en plus du stress que le gynécologue te donne et de la vie, le fait de ne pas réussir, d'être focalisé sur toi.
ton corps là, il est complètement fermé, ton bassin il est fermé, il y a plein de tensions partout. Donc déjà, on va faire le travail de relâcher. Et juste de faire ça, bah en fait, ça aide aussi. Donc, en dehors de perdre du poids, si votre gynécologue Manque de délicatesse. voilà, dites-vous que ce n'est pas que ça qui va permettre la suite. Oui, ça joue, comme on l'a dit, mais il y a plein d'autres. Il y a, si on est, encore une fois, si on n'est pas bien dans sa tête, si sa santé mentale, elle n'est pas bien, on aura beau perdre 20 kilos. Ouais. Je suis pas sûre que ça déverrouille tout. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois, on disait que quand on était en prépa, en tout cas de manière naturelle, moi j'avais plus de libido. Par contre, j'ai refait une prépa avec un peu de produit. Alors attention, je sais pas. Alors moi, c'est pas vraiment de la testo que j'ai pris, c'était du primo, donc c'est un dérivé de testostérone. Oui, c'est sûr. De toute façon, c'est rare que tu prennes la testostérone. Ouais, quand t'es une femme, normalement c'est rare, mais quoique. Ça arrive, hein, on le voit. Hein. Mais en tout cas, t'as pas ce côté virilisant, il y a beaucoup moins de risques en fait. Donc, puis moi j'étais une bikini, donc c'était vraiment juste pour maintenir ma masse. Hein. Honnêtement, je suis pas sûre que ça ait créé beaucoup de masse chez moi. Mais par contre, ma libido, c'était un délire quoi. Moi aussi, quand ma première cure, ouais. C'était, je sautais sur mon mec, mais tous les jours, quoi. C'était. C'est pas vrai. Ah ouais. Ouais, mais là, les femmes qui ont des problèmes de libido ou trucs. Non, attention, je vous dis pas. Des produits pour. Après, il y a peut-être un effet aussi placebo dans le sens où moi, ma première, c'était pareil. J'ai eu un regain de libido comme j'avais rarement eu. Incroyable. Vraiment, ouais. Et tu te dis, c'est trop bien. En plus, t'es content parce que tu commences à avoir des petits progrès, voilà. Mais après, les suivantes, rien du tout. Pourtant, j'ai pris les mêmes molécules, même dosage, voire même un petit peu plus élevé, rien. Alors, donc, il y a peut-être cet effet aussi... J'aimerais faire un aparté aussi, c'est que, une petite parenthèse, c'est... j'ai des patients qui venaient me voir en sexo et qui prenaient, donc avaient des soucis ou trop de stress ou qui voulaient atteindre la performance sans raison dans leur sexualité. Et du coup, qui prenaient soit des petites pilules, soit du Viagra, des choses comme ça. Il faut savoir que le corps s'habitue. Donc, vous pouvez en prendre et voir votre performance monter, mais au bout d'un moment, votre corps, il va tellement s'habituer à cette molécule que votre performance, en fait, elle va, les soucis vont revenir. Donc, ne vous dites pas que c'est magique, qu'il faut se doper pour retrouver une libido ou prendre du Viagra pour améliorer sa performance si vous n'allez pas traiter le fond du problème. Tout à fait. Ouais. Si dans votre couple ça va pas, vous aurez beau vous doper, peut-être que votre libido elle va revenir parce que ce sera la première fois, mais au bout d'un moment votre couple, s'il n'y a pas les bases solides, ça reviendra. Ouais, et puis tu l'as dit, c'est très aussi dépendant de tes projections et de l'état d'esprit que tu as. En fait, ça passe quasiment que par là. Il y a autre chose que j'ai remarqué aussi, alors je sais pas si toi ça te l'a fait, mais je trouve que la sexualité avec son partenaire, quand il est sans et sous-produit, je trouve qu'elle est différente dans leur comportement. Dans quel sens on veut tout savoir? Alors, Donne-nous des détails. Non, mais je l'avais remarqué aussi avec mon ex et je le remarque encore avec mon mari aujourd'hui qui, pareil, a des phases avec et sans produit. Et dès lors que mes partenaires re-rentraient en cycle, forcément, les hommes, eux, prennent de la testostérone, donc à dosage bien plus élevé que nous, de toute façon, parce que physiologiquement, ils peuvent se le permettre. Et je trouve que leur comportement dans l'intimité est beaucoup plus... bestial. Oui. Et c'est Animal. beaucoup plus intense, quoi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, en tout cas, chez 2 de mes partenaires, donc c'est peut-être corrélé, j'en sais rien. Ou alors, peut-être que se sentent aussi mieux, ils ont peut-être... Oui, il y a cet effet-là. Mais et aussi parce que la testostérone, ça nous rapproche peut-être aussi du comportement un peu plus animal. Non, mais c'est possible. C'est possible parce que mon mari me disait, parce qu'on parlait justement de l'infidélité, tout ça. Et je sais que quand j'ai rencontré mon mari, pour ceux qui ont suivi les autres épisodes, je sortais de ma relation avec l'autre débile. J'aime bien comment il est catégorisé. Je suis désolée, s'il tombe dessus, je suis désolée. Mais je pense qu'il comprendra. Et en fait, lui, comme vous savez, du coup, avait été très infidèle. Et en fait, quand mon mari a voulu, quand je l'ai rencontré, il était naturel. Et il a voulu du coup prendre des produits et je lui ai dit, moi ça me pose pas de soucis, mais je veux pas que ça impacte nos finances, notre couple ni quoi que ce soit, parce que j'avais eu une mauvaise expérience. Et on en a beaucoup parlé. Et alors, faut savoir que du coup mon mari ne m'a jamais trompé, tout va bien. Donc ça rejoint la théorie du quand tu es un débile, tu deviens super débile. Quand ça va. Non, d'ailleurs, à propos de ça, j'ai un truc à te dire. Quoi? Sur l'infidélité, mais on en parlera après. Super.
Non, Pierre, c'est un amour. Et du coup, on parlait de ça, et en fait, je lui disais, mais est-ce que c'est vrai que toi, quand t'es en cure, par exemple, je sais pas, tu regardes peut-être plus les autres femmes, ou tu sais, enfin, vraiment, j'étais curieuse, tu vois. Et en fait, il m'a dit, bah, sous certaines molécules, il me dit, c'est vrai que j'ai une libido de fou, quoi. Il dit vraiment, je bande 14 fois par mois. Mais il dit, en fait, il dit, là, je pense que la différence, il me dit, c'est que moi, bah, je suis épanouie sexuellement avec toi, que je t'aime, que je te trouve attirante, et du coup, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Il dit, mais par contre, c'est sûr que quelqu'un qui a un peu plus tendance à, voilà, à aimer le regard des autres, à vouloir aimer un peu le flirt, bah, il dit, franchement, il dit, je peux comprendre, il dit, attention, ça justifie pas, mais je peux comprendre que du coup, ça bascule dans l'infidélité. Il dit, parce que même moi, sous produit, j'ai beau t'aimer, te trouver attirante, tout ce que tu veux, si je te vois une jolie fille dans la rue, je vais avoir une pulsion comme ça où, tu vois, il a envie d'aller la voir et de la pécho, tu vois, mais il dit si j'avais pas de morale, il manquerait rien, tu vois. Donc, je pense quand même que ça joue sur ce côté un peu primal de la sexualité. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je sais, je m'applique pas à tout le monde, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si les fondations de ton couple ne sont pas bien, ne sont pas solides, en fait, tu fonces dans un mur. Tu fonces dans un mur parce que ces variations hormonales auront un impact. Et il faut savoir, pour pouvoir les gérer en tout cas, faut connaître les faiblesses de ton couple, faut pouvoir communiquer parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir dire à son mari non mais lui poser la question. Ouais, bien sûr. Et moi, non, vous êtes très libres tous les deux pour avoir vécu avec eux pendant un mois. Alors non, je n'ai pas assisté. Pas libre dans ce sens-là, mais vous communiquez beaucoup sur des choses que je sais que moi, avec mon ex, par exemple, je lui aurais dit des choses comme ça. Mais la communication, c'est la base. Ouais. Et c'est pour ça que si votre couple, vous n'arrivez pas à communiquer, n'allez pas poser des questions où vous n'êtes pas capable d'écouter les réponses, d'entendre les réponses. Je veux rassurer les femmes, parce que ça se trouve, il y a des nanas qui vont me dire, mon Dieu, mais du coup, mon mec, ça se trouve, il pense ça. Alors, écoutez. Pour en avoir parlé, je vais essayer de vous transmettre un peu de la confiance que j'ai dans mon couple. Je pense que c'est assez similaire. Je sais pas, mesdames, soyons honnêtes 2 minutes. Alors après, moi je suis comme ça, mais je sais pas si on est tous comme ça. Mais par exemple, je sais que moi, en période d'ovulation, phase folliculaire, je pourrais me frotter à n'importe quoi. Je ne le fais pas parce que je sens que tu es fertile. Alors, je suis prête à être féconde. On va peut-être expliquer à quelle période est cette phase folliculaire. C'est ovulation, c'est 12-13 jours, non? Ouais, avant après les règles. Ah oui. Après, avant. Bah, ça revient au même. J'ai mon application, si je regarde. Si c'est 20. Mais c'est à votre période d'ovulation. Regardez cycle. Moi, je traque mon cycle en fait, donc je sais quand j'ovule et de toute façon je le sens. Et j'ai aussi ces pulsions. Alors je pense à moindre mesure que quand t'es sous hormones de synthèse évidemment, où vraiment genre, j'aime mon mari, tout ce que tu veux, mais forcément je me trouve plus attirante. Quand tu sens le regard de quelqu'un, c'est beaucoup plus, ça te fait beaucoup plus ressentir de choses. Donc je me mets à sa place et je comprends ce qu'il veut dire quand il dit j'ai ces pulsions là. Si j'avais pas de morale, j'irais voir ailleurs, tu vois. Et si je ne t'aimais pas, j'irais voir ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment pour vous dire que c'est humain. Je sais qu'il y a des couples qui sont pas prêts à avoir ce genre de discussion. Mais le dire, ça ne veut pas dire oui, vas-y, trompe-moi. Pas du tout. Au contraire, je trouve même que c'est hyper sain d'en parler. Et que on reste des êtres humains avec des hormones, des cycles et puis des envies. À la base, on est des animaux, que vous l'aimiez ou pas. Maintenant, il y a la société, les codes, l'amour, tout ce que c'est, la monogamie, tout ça. Mais voilà, faut pas avoir peur aussi de ces envies-là. Faut que ça reste des fantasmes. Si vous êtes dans un couple évidemment monogame. Mais voilà, faut aussi l'exprimer. Je pense que c'est sain de le faire. Parce que du coup, dans ces phases-là, vous pouvez tester peut-être plus de choses sympas avec votre partenaire. Et sans inclure quelqu'un d'autre, attention. Mais voilà, peut-être que du coup, comme vous êtes dans cette phase, vous avez ou pas, parce que oui, bien sûr. Mais bon, nous c'est pas notre cas. Marine dit ce qu'on ouais, j'ai essayé, mais j'ai pas réussi. J'ai toqué à la porte. Non, mais ça peut ouvrir à des discussions et à des expériences cool, quoi. On pourra faire un épisode 2. Si vous en voulez un épisode 2, encore une fois, dites-le dans les commentaires. Ouais, on pourrait vous faire une partie 2 avec Marine ou avec quelqu'un d'autre. Merci en tout cas Marine, franchement. Mais merci à vous. On peut te retrouver où? Tu veux dire là, professionnellement? Ouais, oui, parce que là je suis là. Tu veux que je donne ton adresse, c'est ça? Non. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors sur Instagram, j'ai un compte Instagram. Est-ce que j'ai pas dit ce que je faisais? Oui, c'est vrai. Oui.
qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je suis coach en ligne. Donc, j'accompagne les gens qui veulent perdre du gras, prendre de la masse musculaire, optimiser leur santé grâce à la musculation et à la nutrition. Voilà. C'est quoi ton Insta? On va le marquer en bas. Ouais, mcharrier.coaching. Ok. Voilà. Et Clara, est-ce que on peut retrouver des petits conseils pour ceux qui font du body? En fait, autant en profiter hein, s'ils nous écoutent et que vous faites du body. Il y a ton mari qui est coach également. Oui, Pierre tiré du bas LESR sur Insta, qui Ouais. travaille avec Marine d'ailleurs. Qui travaille aussi en en collaboration. collaboration. Ouais. On va le mettre en bas. Donc n'hésitez pas à aller, parce que moi je trouve qu'il y a quand même des pépites. Pour avoir été dans la sphère médicale, vu que j'ai été ostéopathe et que je suis sexothérapeute, il y a de très très bons conseils pour ceux qui veulent en tout cas Oui, commencer. et puis maintenant, Pierre et Marine travaillent ensemble, donc ils créent aussi du contenu qui est un peu plus axé aussi pour les femmes, parce que Ouais. Pierre avait remarqué qu'il y avait assez peu de contenu. Ça pour les femmes manque. là-dessus. Ça manque. Ok. Donc Marine est vraiment là-dessus maintenant. Donc voilà, si vous voulez un peu plus d'infos de ce côté-là, justement, tu as fait justement des formats courts sur les cycles, etc., Oui. s'entraîner pendant ces cycles. Donc Tout à fait. voilà, Ah, génial. c'est le but de cette année, de donner aux femmes le contenu qu'elles méritent, C'est clair. avec moins de tabous. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de consolider votre couple, de communiquer dans votre couple. On sait que ce n'est pas facile, que ce n'est pas inné, que ça se travaille. Et là, c'est un peu mon rôle. Je suis là pour ça, pour vous aider à travailler sur la stabilité, la force, la connexion dans votre couple et dans vos relations. J'espère que vous avez aimé ce podcast. On se retrouve très vite. Merci Marine. Merci à vous. Et merci À de bientôt. nous avoir écoutés. Oui, à bientôt Clara. À bientôt. Bisous, bisous. Ciao.